Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e bilan de cette saison 2023. Celui-là, je crois qu'on aurait aimé le faire le plus tard possible. Plus on se rapproche des meilleurs, mais on n'est pas encore totalement. Et oui, si vous avez dit en début de saison qu'Alpine terminerait 6e du constructeur, ça aurait été la douche froide. Voilà, on y est. Va falloir qu'on débriefe tout ça, c'est peut-être le cas le plus épineux de la grille. Je vous propose donc de prendre une respiration, de vous abonner si vous voulez me soutenir. Et puis on est parti. Si le bas blesse, c'est car Alpine avait de grandes ambitions avant le début de la saison. En 2022, elle avait confirmé son statut de meilleure des autres avec une belle 4e place. Maintenant, dans le fameux projet des 100 courses, il s'agissait de passer une étape et surtout de ne pas connaître de coup d'arrêt. L'objectif avait clairement été martelé avant le début de la saison. Il fallait être plus proche du trio Ferrari, Mercedes, Red Bull que de ceux de derrière. 4e au minimum et en regardant vers l'avant. C'était primordial pour continuer de croire dans la structure. Tenter de devenir un top team est une tâche monstrueuse qui demande des années de travail et d'éviter au maximum les bourdes. 2023 devait donner du corps, devait crédibiliser le projet. C'est fini tous les problèmes de fiabilité et un petit peu le manque de performance. On voulait faire un vrai pas en avant. Alpine devait commencer à faire peur aux autres, qu'ils se disent « Ah tiens, on aura bientôt un nouveau concurrent », le tout en accueillant un duo 100% français puisque Gasly rejoignait Ocon. Fallait créer les conditions idéales pour que ça marche et pour que ces deux bons pilotes puissent faire le maximum avec leur matériel à disposition. Pour résumer, l'objectif c'était de ne pas commettre de bévues, d'être le plus propre possible, de regarder le plus haut et de faire 4e à minima en étant plus proche que d'habitude des top teams, le tout en chopant quelques podiums et en faisant quelques gros coups. Programme chargé, mais si Alpine voulait tenir son cahier de route, son cahier des charges, c'est par là qu'il fallait passer. Côté pilote, j'avais fait une vidéo à l'intersaison pour dire que pour moi, Esteban Ocon était le pilote qui avait le plus de pression sur la grille cette saison, puisque avec l'âge qu'il avait et vu qu'il accueillait un concurrent de la même nationalité, du même âge et plus ou moins du même niveau dans l'équipe, ça allait être une saison charnière. On l'attendait comme le leader, il devait nous prouver qu'il avait quelque chose en plus pour être un des tout meilleurs pilotes de Formule 1, et surtout, il n'avait quasiment pas le droit à l'erreur, puisque dans le duel avec Gasly, à terme, il y en a un qui sortira gagnant. Voilà. S'il perd des points dès la première année, ça va pas le faire. On l'attendait comme le numéro 1 d'Alpine, vu que Gasly arrivait seulement, tout en restant sur ce qui faisait ses qualités, à savoir la régularité, la propreté, le côté d'être génial pour toute équipe, mais aussi en rajoutant des coups dans son arsenal, être capable peut-être d'être parfois un peu plus offensif, de faire certains dépassements, de proposer des courses un peu plus fortes et folles que ce qu'on a vu faire. Il le fait de temps en temps, mais s'il pouvait devenir un peu plus conquérant à la longue, ça pouvait être top pour la suite de son CV. L'idée, c'est de continuer à monter le curseur pour qu'on puisse vraiment le considérer comme un champion du monde potentiel vis-à-vis de la caste des Russell, des Leclerc, des Norris, ce genre de pilotes. Esteban Ocon devait prouver qu'il faisait partie de ce groupe-là. Les attentes étaient plus mesurées sur Gasly qui devait digérer ce transfert, disons qu'on allait avoir un peu plus d'indulgence le concernant, même si on voulait évidemment que petit à petit il monte en puissance jusqu'à en fin d'année être quasiment au niveau d'Ocon. Mais voilà, c'est ça qu'on allait surveiller, son niveau par rapport à Ocon, en s'attendant à ce qu'il parte d'un petit peu derrière. Surtout, cette saison symbolisait un nouveau départ, puisqu'il quittait le giron Red Bull, partait enfin de chez AlphaTauri, se libérait du doute qui pesait toujours un petit peu sur son avenir, et ouvrait un énorme chapitre de sa carrière, peut-être le plus important, à 27 ans, dans une équipe d'usine où il est quasiment le numéro 1 ex-aequo, équipe française en plus. Voilà, Pierre Gasly ouvrait la page la plus importante de sa carrière. On allait aussi avoir une comparaison directe avec un mec de son âge à qui il est souvent comparé. Doucement dans un premier temps, mais on n'oublie pas que c'est le début de quelque chose de grand, de charnière pour Pierre Gasly, le pilote de F1 quoi. Tout se joue là. Donc mine de rien, pour lui aussi 2023 allait être une saison clé. Bref, c'est tout le clan Alpine qui jouait déjà très gros. Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti pour le résumé le plus complexe à faire de toutes les équipes de cette saison, tant il y a eu des montagnes russes et tant on va avoir du mal à discerner des lignes directrices. En fait, on aurait pu comprendre le topo des Bahreïn. Gasly est éliminé en Q1, Ocon lui est 9e sur la grille et ils seront exactement dans l'ordre inverse à l'arrivée de la course.
sans qu'on comprenne vraiment tout ce qui se soit passé. Voilà. Ça a été la saison d'Alpine en fait. Alors Esteban, il a vécu l'horreur, accrochage avec Hülkenberg au départ qui lui casse un bout d'aileron, une pénalité de 5 secondes car il était mal positionné sur la grille, une règle qui sera abandonnée après Jeddah, puis 10 secondes de plus puisque l'équipe a touché à sa voiture avant que la pénalité ne soit servie, et 5 secondes de plus puisqu'il a fait un petit excès de vitesse dans les stands, la catastrophe, et il finit en plus par abandonner. Génial, super. Mais le rythme de Gasly, qui est progressivement et sûrement remonté dans le top 10 à la 9e place, donne de l'espoir à Alpine. Ils étaient sûrement la 5e force sur ce premier Grand Prix. Ça va, le petit couac, c'est qu'il y a la montée en puissance d'Aston qu'ils n'avaient pas du tout vu venir et pas prévu. Jeddah confirme ça va pas si mal, les deux voitures sont en Q3 et à la suite d'une course sans embûche, Ocon est 8e, Gasly 9e, ça va. Alpine est la 5e force, les pilotes sont plutôt là où on les attend. Le couac, c'est qu'il y a quelqu'un qui est passé devant durant l'hiver, et ils ont une voiture verte. Et la suite est plutôt intéressante, puisque regardez en Australie, Gasly passe en Q3, il fait un top départ, il passe le Grand Prix dans le rythme de la Ferrari de Carlos Sainz, et au moment où le deuxième drapeau rouge arrive, eh bien lui, il est 5e, et Esteban, il est 10e à la suite d'une course plus compliquée avec un pari stratégique un peu raté. Mais voilà, Alpine tient son rang et même titille les top teams, comme elle prévoyait de le faire. Mais il y aura ce fameux crash à la relance, Pierre bloque les roues derrière Alonso et passe dans l'herbe, il revient brusquement sur la piste mais surtout ne regarde pas ce qui se passe dans ses rétros où Ocon a tiré profit du chaos et commençait à le déborder. Il ne se désengage pas, l'autre ne le voit pas et voilà, le terrible crash a lieu. Image terrible. C'est le pire cauchemar de toute équipe et il y a presque, je pense, une douzaine voire plus de points qui sont perdus dans l'affaire, ça fait très mal. Malgré tout, voilà, j'essaierai de ne pas voir trop de choses au travers de ce crash. C'est pas vraiment un crash entre coéquipiers à la Hamilton-Rosberg. Ça arrive, c'est comme ça, c'est pas de chance, c'est tombé sur eux dans un départ en pneus froids. Évidemment, ça fait tâche, mais je pense qu'il ne faut pas surinterpréter ce crash. En revanche, moi, ce qui m'a réellement inquiété et que là je trouvais vraiment significatif, ça a été la performance derrière à Bakou, où rien n'a marché. Déjà, il y a eu plein de problèmes. Le moteur de Pierre qui part en fumée lors des essais libres, il est qualifié seulement 19e parce qu'il s'est crashé dans la qualif du Grand Prix. Ocon, lui, il a un souci de boîte et il partira que 12e. Terrible, et c'est pas mieux pour ce qui est du sprint. En qualif, Pierre n'est que 19e à cause d'un souci d'embrayage. Ocon s'arrête encore une fois en Q2 et il n'y aura rien dans les courses, pas de points en sprint. Un choix stratégique plutôt douteux lors du Grand Prix qui obligeait Esteban à changer de pneu quasiment dans l'avant-dernier tour. Voilà. Pas de points et vraiment le week-end de Bakou a été peut-être l'un des pires d'Alpine. Du coup à Miami, Laurent Rossi pousse un gros coup de gueule, mais là pour le coup la piste va le contredire. En fait ça va plutôt bien, les deux voitures passent en Q3, Pierre est même 5e sur la grille, le Grand Prix se passe bien puisqu'il termine tranquillement aux 8e et 9e place derrière les top teams. Ouais, ça va, Alpine est plutôt dans les clous. S'il n'y avait pas Aston, il serait 4e, plutôt proche de Ferrari, de Mercedes, ça passe. On pourrait même dire que la dynamique est bonne et que l'avenir est plutôt agréable à imaginer, puisqu'en qualif à Monaco, Esteban Ocon joue la pole, il échoue à moins de 2 dixièmes d'un splendide Max Verstappen, et le lendemain, Alpine va faire une course parfaite, notamment sur la stratégie au moment de l'arrivée de la pluie. Esteban va parfaitement défendre, notamment sur Sainz, et il y aura un podium dans les rues de la Principauté à la clé. Performance incroyable. Pierre, lui, termine à une très bonne 7e place. Ouais, les bleus sont là, ils sont dans le coup. Et ça continue. On l'a un peu oublié, mais au début, ça allait franchement pas si mal que ça pour Alpine. Regardez Barcelone, Pierre est 4e en qualif. Malheureusement, il va gêner 2 pilotes et ne partir que 10e. Bon, au final, il fait un mauvais départ, etc. Il termine à la 10e place, même s'il n'aurait pas marqué de points sans la pénalité de Tsunoda. Esteban, lui, est 8e. Ok, à moins de 5 secondes finalement des Aston. Et il terminera à nouveau à cette place au Canada, où cette fois, c'est Pierre qui est gêné et éliminé en qualif dès la Q1 et ne peut terminer que 12e. Dans un Grand Prix, il y aura eu un peloton quand même très serré. Ça s'est beaucoup joué à la vitesse de pointe. L'Autriche est un nouveau mix entre satisfaction et regret, puisqu'Esteban est dans le bon wagon pour marquer 2 points dans le sprint, devant les Mercedes, mais la partie Grand Prix est plus délicate, et voilà, Pierre ne sauve qu'un point, celui de la 10e place. Donc voilà, ça laissait aussi un peu à désirer. À ce moment-là, Alpine est 5e du constructeur et commence un peu à nous frustrer, parce que certes, on sent qu'ils mériteraient peut-être un petit peu plus de points, que tout n'est pas vraiment révélateur de leur vrai niveau,
mais en même temps, on sent bien qu'il y a un plafond de verre qui existe toujours, c'est pas exactement là où on les attendait, et il y a encore quelques petites erreurs qui viennent gâcher le total. C'est pas un hasard si déjà ils sont distancés par certaines équipes et qu'ils n'ont pas vraiment fait le trou sur un McLaren qui démarre très mal. Et c'est à ce moment-là, finalement, en 2 courses, que la saison va prendre une tournure sombre et en fait être quasiment déjà terminée. D'abord, il y a Silverstone, où Esteban galère avec une 13e place en qualif et un abandon pour problème hydraulique, tandis que Pierre se bat pour un bon résultat jusqu'à ce qu'il y ait un mauvais timing sur la safety car et qu'il rencontre Stroll qui lui casse sa suspension alors qu'il se battait pour la 11e place en fin de course. Pas de points donc, et pas non plus derrière en Hongrie où ils sont tous les deux éliminés en Q2, mais également au premier virage par le freinage raté de Guan Yu Zhou qui envoie Ricciardo dans Ocon dans Gasly. Quelle malchance! Et dans le même temps, McLaren renaît magistralement de ses cendres et a pris 58 points sur ces 2 grands prix là. Alpine est déjà tombé 6e du constructeur, déjà un peu largué devant, déjà un peu largué derrière, et en fait elle ne bougera plus jamais de là. La saison est quasi déjà terminée. Mais comme un paradoxe n'arrive jamais seul avec cette équipe, c'est à ce moment-là qu'ils vont enchaîner 2 podiums en 2 week-ends. D'abord un dans un sprint, à Spa, 3e place de Pierre avec une très bonne décision pneumatique sous la pluie, et 3e place dans le Grand Prix à Zandvoort. Il partait pourtant 12e, mais il s'arrête également dès l'arrivée de la pluie, et s'est très bien battu avec les top teams. Il est 4e au passage de la ligne, mais il bénéficie de la pénalité de Sergio Pérez. Alpine a mené un très bon Grand Prix. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont à cette place-là dans la hiérarchie, même pas du tout, mais l'exécution du dimanche, elle, a été excellente et ce podium est mérité. Mais comme d'habitude, après quelque chose de très bien, eh bien, ça ne suit pas, puisque à Monza, Alpine, qui a sûrement le pire moteur de la grille, est largué, pas de points, double élimination également en Q1, Ocon abandonne même sur un souci de direction, il y a déjà 40 points de retard sur McLaren, avec une forme en plus qui est largement moins bonne, Alpine ne peut déjà plus se contenter que des miettes, et va en plus gâcher quelques occasions. À Singapour, Esteban est 6e lorsqu'il perd tout. 6e, c'est finalement la place à laquelle Gasly finit alors qu'il était derrière lui. C'est un beau résultat d'ensemble qui a été gâché. Derrière au Japon, c'est le week-end un petit peu typique d'Alpine avec des difficultés en qualif. La voiture vraiment ne brille pas dans cet exercice. Et un Grand Prix terminé aux 2 dernières places dans les points, 9e et 10e. Tout en s'auto-créant des problèmes. Il n'y avait rien à jouer en fin de Grand Prix, et pourtant on a trouvé le moyen de ne pas se comprendre et de demander à Gasly de rendre la position à Ocon, sans raison, une humiliation malvenue. Ça va, vous suivez toujours? Non, parce que franchement, avec tous ces hauts et ces bas et ce manque de continuité, je trouve que ce résumé a été un vrai casse-tête à faire, j'espère que pour vous c'est encore audible. En tout cas, j'en suis désolé, ça part dans tous les sens. Mais comme de toute façon, on l'a dit, la saison, elle est déjà pliée. On va essayer d'accélérer. Vous êtes prêts? Au Qatar, Ocon est victime d'un gros crash dans le sprint, mais va chercher une solide 7e place dans la course. Pierre, lui, passe à 1 place des points dans le sprint et vit une course un peu dure, où en plus il prend 10 secondes pour non-respect des limites de piste. Ça a été plus dur pour lui ce week-end-là. Ocon abandonne ensuite à Austin après une touchette avec Piastri, pendant que Gasly fait un top week-end. L'inverse, pas de continuité. 2 points dans le sprint, 8e dans le Grand Prix, très bien. À Mexico, c'est plus compliqué, vitesse de pointe, 10e et 11e à l'arrivée. C'est 7e et 10e au Brésil. Bon voilà, par moment, Alpine, d'un seul coup, arrive à s'immiscer entre quelques top teams. On sait jamais vraiment pourquoi et on sait jamais quand ça va sortir. Bah d'ailleurs, on le verra à Vegas, puisque Pierre Gasly est 4e sur la grille, sa meilleure perf de la saison. Il fait un excellent début de course, mais il se fait un peu avoir par la safety car. C'est tout l'inverse pour Esteban, qui finit par lui passer devant, non sans une vraie fausse consigne de l'équipe finalement avortée, on en a déjà parlé. Et à l'arrivée, il va vraiment super vite, pendant que Pierre s'écroule, lui, va réussir à conserver cette 4e place après la pénalité de Russell. Voilà, on l'avait pas du tout vu venir, mais Alpine termine 4e d'un Grand Prix. Alors que la veille, c'est Pierre qui est 4e sur la grille, et Esteban, lui, il est 16e en qualif, sans qu'on sache pourquoi. Voilà, c'est fou. De toute façon, les écarts sont trop grands depuis trop longtemps, et la saison va se terminer un petit peu tristement à Abu Dhabi. Encore passé en Q3, Pierre subit un choc avec Hamilton et s'écroule progressivement avec des dégâts. Ocon, lui, ne parvient pas à s'extirper de la 12e place. Alpine termine en étant la 6e, 7e force. En tout cas, elle est 7e au classement, seulement entre guillemets 92 points devant Williams et avec surtout 160 de retard sur Aston Martin qui a marqué plus de 2 fois son total de points. Ça fait mal. Bon, on va pas se mentir, c'est une saison nettement ratée.
Oui, il y a des circonstances atténuantes et des trucs plus positifs. On l'a dit, ils auraient parfois dû marquer plus de points, la situation comptable ne leur a pas toujours rendu justice, et par moments, on l'a vu, ils étaient proches, voire même devant certains top teams entre guillemets, mais sur l'entièreté de la saison, finir aussi loin, avoir connu autant de performances moyennes, voire indignes, connaître toujours autant de problèmes de fiabilité et ne pas avoir su faire comme Aston et McLaren, c'est-à-dire passer ce gap pour entrer dans les équipes du dessus, bah oui, c'est un vrai échec. Alpine a fait des pas en arrière cette saison. Le côté brouillon et irrégulier de leur saison en est la preuve. Pas de continuité, pas assez de performance et une équipe trop souvent défaillante sur des postes clés. En pleine saison, c'est presque un sketch, ils ont perdu Laurent Rossi, Otmar Szafnauer et Alan Perman. C'est encore une restructuration qui les attend, encore une guerre et des doutes entre Enstone et Viry, encore personne qui ne croit vraiment en eux, parce qu'en vrai c'est ça la question, au sortir de cette nouvelle saison, cette nouvelle régression au final, pourquoi est-ce qu'on croirait dans le projet d'Alpine? Il n'y a pas de raison. Le plus douloureux, c'est qu'on avait trouvé un plan de marche. En 2022, quelque chose avait été installé, c'était clair, c'était bien, ça allait dans le bon sens, eh bien ça a déjà volé en éclats. Le projet des 100 courses est aujourd'hui dans un état critique sans pour autant avoir été enterré. Où va-t-on et sommes-nous sûrs que cette équipe a en elle ce qu'il faut et les hommes qu'il faut pour faire partie des meilleurs? Et bien malheureusement, au bout de la saison 2023, Alpine nous offre plus d'incertitude qu'autre chose, et c'est tout l'inverse de ce qu'on espérait, de ce qu'on lui demandait. Dans 6 mois, ça se trouve, ils se battent avec McLaren pour concurrencer Red Bull, mais ça paraît improbable, et surtout ça sortirait de nulle part, ça n'aura pas été vraiment construit, et le plus probable, c'est qu'ils restent un petit peu coincés dans leur no man's land, trop forte pour être une équipe du bas de tableau, mais pas assez bonne dans un petit peu tous les domaines pour vraiment faire le gap qu'a réussi à faire Aston et McLaren, qui cette année leur ont mis une grosse claque. Elles ont montré que c'était possible, mais Alpine, elle, n'y est pas arrivée. Les pilotes, eux, ont dû beaucoup s'adapter, n'avaient pas la meilleure machine en main et se sont parfois fait avoir par la stratégie ou par des coups du sort. Bref, il est difficile de les juger pleinement. Globalement, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis, qu'ils ont tous les deux fait du bon travail. Ils ont prouvé en tout cas que le duo, il pouvait fonctionner et que si on leur donne le matériel et qu'on vient pas les embêter, ils vont pouvoir l'emmener haut, très haut. Ces deux pilotes qui en F1 fonctionnent, qui sont désormais installés à un âge avancé. Pour moi, ils font pas partie des tout meilleurs de la grille, mais pour Alpine, c'est excellent, ces deux pilotes qui peuvent amener très haut la voiture. Étant donné qu'il arrivait tout juste dans l'écurie et qu'il a gagné un petit peu la bataille dans tous les domaines, dans tous les chiffres, même si évidemment les chiffres, il faut beaucoup les nuancer, surtout cette saison chez Alpine, eh bien j'ai envie de dire que Gasly fait la meilleure des deux saisons. Il a eu un temps d'adaptation finalement assez court, on l'a vu être capable d'aller prendre des très gros résultats assez rapidement, de jouer au niveau d'Esteban, il a commis très peu d'erreurs, il a aussi eu, c'est vrai, moins de malchance, et je dirais qu'au global, il est peut-être moins capable d'être aussi régulier et aussi performant dans la durée qu'Esteban Ocon, mais sur l'entièreté de la saison, au final, tout s'est équilibré et il a été très bon, quasi irréprochable. Il lui manque encore un petit peu de rythme et de compréhension de la voiture, mais en tout cas, je trouve qu'il fait mieux que ce que j'attendais de lui sur sa première saison. On parlait en début de vidéo de la comparaison avec Ocon, de la montée en puissance. Concrètement, il a validé les paliers un peu plus vite que prévu. Donc c'est très bien pour l'instant, bravo, rien à redire. Pour Esteban, forcément, c'est un petit peu plus mitigé puisqu'on l'attendait comme le leader d'Alpine. Or, il a été quand même battu au global de peu, mais quand même. Malgré tout, on est obligé de nuancer tout ce qu'on va dire puisque la saison était marquée par une dose anormale de malchance. Je crois qu'il y a 7 abandons. C'est une catastrophe. Le bilan comptable, le bilan final aurait dû être beaucoup plus joli que ça. En fait, je n'ai quasiment rien à lui reprocher. Quand il a pu, eh bien, il a su emmener la voiture le plus haut possible. On voit dans des week-ends comme Monaco, comme Vegas, que quand on le laisse un petit peu tranquille, eh bien, c'est parfait et qu'il a été vraiment un top pilote. Ce qui lui manque au global, c'est qu'il y a quand même 2-3 performances un peu moyennes et que des fois, il nous a laissé un petit peu sur notre faim. Donc pour moi, il n'est pas parmi les tout meilleurs de cette saison. Il est un peu derrière Gasly vu les circonstances. Mais franchement, on ne peut pas dire que ce soit mauvais ni même moyen. Vous me direz maintenant si vous êtes confiant ou pas pour l'avenir d'Alpine. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2024, il y a un triple immense défi. Déjà, enfin se rapprocher des top teams qu'ils n'ont pas fait cette année. Ensuite, enfin gommer les trop nombreux défauts qui les plombent, notamment au niveau comptable. Et ensuite, se restructurer enfin pour
enfin casser cette spirale infernale du projet et des chefs qui sautent tous les 2 ans. Alpine, c'est un éternel recommencement. S'ils y mettent pas fin la saison prochaine, là je pense qu'on pourra commencer un petit peu à se désespérer. C'est la saison qui va tout faire basculer. Soit Alpine devient enfin ce qu'elle espère être, dans un premier temps un contender pour peut-être plus tard être un concurrent aux toutes meilleures places, soit elle sombre. Et là-dedans, c'est un petit peu pareil pour Pierre et Esteban, qui sont prisonniers de cette équipe un petit peu dans un entre-deux. Ils vont devoir faire le meilleur possible. Cette saison, ils vont démarrer à armes égales. Le vainqueur du duel marquera de très gros points. Le perdant, attention, notons aussi que les deux sont en fin de contrat et qu'il va sûrement y avoir du mouvement sur le mercato. Je pense notamment à Esteban Ocon. Si des choses bougent, peut-être que lui peut s'ouvrir une porte ailleurs. Franchement, j'ai un peu peur, mais j'ai aussi hâte, puisque pour Alpine, ça va être l'année de vérité. Voilà. Personne ne pourra mentir, ni l'équipe, ni les pilotes, et le résultat fera office de juge de paix, clairement. Voilà, je vous laisse maintenant dans l'espace commentaire réagir, me dire ce que vous pensez d'Alpine en l'état actuel, si vous êtes confiant ou pas pour la saison prochaine, quel pilote vous a fait la meilleure impression cette saison, pour lequel vous votez en vue de l'an prochain. Allez-y, les commentaires, c'est à vous. Allez, j'attends avec impatience vos retours, sachez que même si je ne vous réponds pas forcément, je lis tous vos messages. J'encourage aussi à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'ai du boulot pour les autres bilans, je vous laisse avec Enzo Ferrari qui remarque qu'Alpine a désormais pris l'habitude de ne plus changer son duo de pilotes tous les ans. Voilà, fâcheuse habitude au moins qu'ils ont su enlever. À bientôt.